Alors, bonjour et bienvenue à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Donc, je pense que pour vous, c'est une première fois ici à l'Institut. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est le milieu, quelle est notre mission ici à l'Institut de réadaptation, quelles sont les clientèles qui sont traitées ici à l'Institut. Et par la suite, on va regarder un peu plus précisément l'activité que vous allez faire, c'est-à-dire l'aide au repas. Et donc, en compagnie de Josée Lamarche, qui est nutritionniste diététiste, qui va aussi vous donner des informations concernant la nutrition. Alors, ce sera vraiment un survol de l'activité, du milieu, des clientèles que vous allez rencontrer pour vous préparer à faire cette activité-là auprès des patients. Alors, je pense qu'il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui ont déjà fait peut-être un peu de bénévolat. Oui? Est-ce que vous pouvez dire rapidement qu'est-ce que vous avez fait comme activité? J'ai servi des repas à l'Institut de gériatrie. OK. Donc, tu as déjà fait ça, mais à l'Institut universitaire de gériatrie, donc avec une autre clientèle. OK. Nous aussi, même chose. La même chose au même endroit? Oui. Parfait. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait du bénévolat au milieu hospitalier? Non? Mais du bénévolat dans d'autres activités ou d'autres organismes? OK. Alors, un milieu hospitalier, dans le fond, nous ici à l'Institut, on peut dire qu'on est un hôpital spécialisé. C'est-à-dire qu'on reçoit des personnes adultes qui, soit à la suite d'une maladie ou d'un accident, restent avec des séquelles physiques permanentes. Notre mission ici à l'Institut, c'est de faire en sorte que ces séquelles physiques soient amoindries, si on veut, ou diminuées, en leur donnant un maximum de traitement qui va les aider à récupérer et aussi à recouvrer un maximum d'autonomie. Alors oui, ils vont rester avec des séquelles qui vont être plus ou moins importantes dépendamment des gens, mais on va essayer de faire en sorte que ça ait le moins d'impact possible sur leur vie, de sorte qu'ils puissent reprendre leur vie, un cours normal de leur vie. Alors, notre mission pour faire ça, en fait, c'est que on va accueillir 4 types de clientèle ici à l'Institut. Donc, je vous disais que ce sont des personnes adultes. Et ici, au pavillon Gingras, l'endroit où vous allez faire votre bénévolat, ce sera auprès de 3 types de clientèle. Soit les gens qui ont eu une blessure médulaire ou les gens qui ont eu une atteinte neurologique. Et parmi ce groupe-là, on retrouve soit des gens qui ont eu un traumatisme crânien ou des gens qui ont subi un accident vasculaire cérébral. Je vais vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que tout ça veut dire. Alors, chez les personnes qui ont eu une blessure à la moelle épinière, on dit donc que ce sont des blessés médulaires, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, c'est souvent à la suite d'un accident de voiture, mais ça peut être à la suite d'une chute, ça peut être aussi à la suite d'une maladie, d'une opération. La moelle épinière a été affectée et fait en sorte que la personne va être paralysée. Donc la personne peut être paraplégique, c'est-à-dire paralysée à partir de la taille et des membres inférieurs, ou tétraplégique, c'est-à-dire avoir une atteinte plus haute, donc avoir une atteinte au niveau des membres inférieurs, mais aussi au niveau des membres supérieurs. Alors, imaginez que la colonne vertébrale, c'est comme un cordon électrique. Puis, à partir de l'endroit de la lésion, en bas, c'est comme si le courant passe plus. Et donc, la motricité de la personne en est affectée. Ça veut dire que plus la lésion va être haute, à ce moment-là, plus les séquelles vont être importantes pour la personne. Donc, une personne tétraplégique, vous avez peut-être déjà entendu le terme quadraplégique. Les deux veulent dire la même chose, un est grec, l'autre est latin. En bout de ligne, ce sont les mêmes séquelles. Et donc, les personnes vont avoir une atteinte, comme je vous disais, si l'atteinte est au niveau cervical, alors à ce moment-là, la personne ne pourra pas utiliser ses bras du tout. Si l'atteinte est un petit peu plus basse, peut-être que la personne aura un peu de motricité pour bouger ses bras, mais n'aura peut-être pas la motricité fine pour prendre un crayon ou une fourchette, une cuillère pour pouvoir faire le geste de s'alimenter. Donc vraiment, chaque personne est différente à cause de la hauteur de la lésion notamment.
et aussi de ses capacités de récupération. Alors, pour les personnes qui sont hospitalisées ici, mettons au 2e étage, ce sont des personnes qui ont une lésion médulaire. Alors, je vous dis ça très, très rapidement. Je suis, comme je vous dis, on fait un rapide survol, mais est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Ça va? OK. Alors, chez les personnes qui ont eu une atteinte neurologique, on peut dire que ce sont soit des personnes qui ont eu un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral. Chez une personne qui a eu un accident vasculaire cérébral, ça veut dire que c'est une atteinte du flot sanguin au cerveau qui peut être causée par une thrombose, une embolie, donc diverses, ça peut être toutes sortes de causes, mais ce qui est important de savoir, c'est que la personne va avoir, dépendamment du côté de l'atteinte, dépendamment par exemple du côté de l'hémorragie, s'il y a eu une hémorragie cérébrale, si l'hémorragie a eu du côté gauche du cerveau, c'est le côté droit qui va être paralysé. Et inversement, si la personne a une hémorragie du côté droit, ça va être le côté gauche qui va être paralysé. Quand on parle côté gauche, côté droit, on pense le bras, la jambe, mais en fait, ça va être tous les mi-corps qui pourraient être atteints. Alors, ça veut dire aussi la vision, ça veut dire aussi les muscles du cou. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire qu'au niveau des muscles du cou, par exemple, ça, José va en parler tantôt, les personnes peuvent avoir de la difficulté à avaler. Donc, avoir de la difficulté au niveau de la déglutition. Au niveau visuel, par exemple, chaque personne a un champ gauche et un champ droit dans chaque œil. Alors, la vision pourrait être affectée, par exemple, faire en sorte que la personne ait le champ gauche de chaque œil qui a été affecté et qu'elle ne voit pas, par exemple, les choses qui sont dans son plateau. Alors, ça va être important pour vous d'être conscient de ces aspects-là chez la personne pour que vous puissiez l'aider effectivement, adéquatement et vous assurer qu'elle ait bien accès, si vous voulez, à toutes les choses qui vont être au plateau devant elle. Ce sont souvent des personnes qui, donc, si elles sont paralysées d'un côté, ça veut dire que l'autre ne l'est pas. Donc, ça veut dire que la personne aurait un membre valide pour pouvoir s'alimenter, pourrait faire le geste de s'alimenter, mais aurait, par exemple, besoin d'aide, de votre aide, pour couper les aliments, ouvrir les contenants, donc faire en sorte là, que tout soit bien accessible pour lui ou pour elle. Ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir des difficultés au niveau de la communication. Comme c'est une atteinte qui est au cerveau, si le centre de la parole a été atteint, les personnes peuvent avoir de la difficulté soit à parler ou de la difficulté au niveau de la compréhension. Quand je dis de la difficulté à parler, ce n'est pas nécessairement dans la production de la parole. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi dans la difficulté à trouver les bons mots. Alors, le cerveau, vous savez, c'est un organe complexe et donc chez certaines personnes peuvent avoir des troubles, ce qu'on appelle de l'aphasie. Donc, une aphasie au niveau de l'expression ou au niveau de la compréhension. Alors, dans ces cas-là, c'est toujours plus facile quand on voit que la personne a plus de difficultés. Dites-vous qu'il y a toujours moyen d'abord de communiquer. Je pense que c'est très important de se faire confiance et de dire, déjà, au niveau visuel, il y a un contact des yeux qui se fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent juste dans le contact des yeux, dans le non-verbal. Vous pouvez aussi utiliser le geste allié avec la parole pour aider la personne à situer ce que vous voulez lui dire. Vous pouvez aussi poser des questions qui vont permettre à la personne de répondre par oui ou par non. Alors, pour une personne qui a plus de difficultés alors à s'exprimer, ça va être plus facile de vous répondre. Alors, c'est tous des petits trucs, des petites façons de faire qui vont vous aider et vous permettre de faire une bonne communication avec des personnes qui pourraient avoir des troubles de la parole. Chez les personnes qui ont subi un traumatisme crânien, alors là, la cause est différente. En fait, c'est un choc violent que la personne reçoit à la tête. Ça peut être soit la suite d'un accident de voiture, accident de sport, une chute, un coup que la personne a reçu.
Alors, les causes sont variables, mais toujours le trauma, dans le fond, est le même. C'est le cerveau qui va se cogner contre la boîte crânienne et donc par effet de rebound, si je puis dire, donc c'est comme une blessure, comme on se fait quand on se cogne et qu'on se fait un bleu. Alors c'est la même chose avec le cerveau qui va se cogner contre la boîte crânienne. Sauf que le cerveau, ben, il dirige plusieurs fonctions du corps et on peut retrouver donc parfois certaines même séquelles que chez les personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral, dans le sens qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir des problèmes de mémoire, au niveau du langage, de la communication, de la compréhension, mais aussi parfois, ce sont des personnes qui peuvent présenter des difficultés au niveau comportemental. Parce que si la personne a subi un choc frontal, donc si cette partie-là du cerveau qui a été blessée, alors à ce moment-là, il peut arriver que certaines personnes, le syndrome frontal, c'est parce que c'est ici qui est le siège de nos comportements. Alors, une atteinte à ce niveau-là pourrait signifier que la personne pourrait avoir des troubles au niveau du comportement. Je vous rassure tout de suite, les personnes qui auraient des troubles très importants seraient encadrées par du personnel spécialisé. Alors, c'est pas, vous ne seriez pas là, à ce moment-là en train d'aider ce type de clientèle-là. Mais il faut quand même savoir que vous pourriez être en contact avec des gens qui ont un trauma crânien léger et qui donc pourraient présenter différents types de comportements. Par exemple, les gens pourraient faire ce qu'on appelle de la désinhibition, c'est-à-dire des désinhibitions verbales, dire tout ce qui leur passe par la tête. Vous savez, vous et moi, quand on parle avec les gens, en général, on a quand même une espèce de filtre. Hein? On ne dit pas tout, parce que sinon, je pense que peut-être qu'on n'aurait plus d'amis, on ne sait pas. Alors donc, il y a comme une espèce de filtre qui est là. Ben, chez certaines personnes, il se peut que ce filtre-là ne soit plus là. Donc, vont dire spontanément toutes les choses qui leur passent par la tête, et c'est peut-être pas toujours approprié. Alors, ça, bien sûr, par la réadaptation, c'est des choses, des comportements qui vont être travaillés, mais je vous en parle parce que c'est quelque chose que vous pourriez observer. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est de ne pas vous sentir personnellement visé si vous voyez un comportement qui n'est pas tout à fait approprié ou adéquat. Dites-vous bien aussi que les personnes peuvent avoir des difficultés de mémoire et de semaine en semaine ne pas nécessairement vous reconnaître. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fin, vous n'êtes pas fine, mais ça fait partie de leur difficulté. Alors, tout simplement, leur faciliter la vie en vous présentant spontanément, de dire « Bonjour, moi je suis Caroline, je suis ici tous les lundis, et puis je viens aider à l'heure du souper, au repas, et ça me fait plaisir de vous voir. » Et donc, faire contact comme ça avec les gens. Alors, qu'est-ce que ça vous dit comme première impression? Parce que là, je vous ai dit vraiment beaucoup de choses très rapidement. Qu'est-ce que ça vous incite à penser? On peut facilement répondre. Le comportement il va être selon justement les comportements qu'on sait, qu'on connaît. En les connaissant, on peut l'adapter. Donc, c'est intéressant de connaître le comportement. Tout à fait. Je pense que, comme Claudia, c'est ça? Comme dit Claudia, il n'y a pas deux personnes pareilles. Alors, il faut toujours s'adapter aux personnes qui sont devant vous. Et vous allez voir tantôt, je vais vous donner une petite pochette d'informations qui va vous être très utile. Et je vais juste vous dire tout de suite qu'à l'intérieur de cette pochette-là, vous allez retrouver entre autres ce document-là. Et ce document-là, ça vous liste, si vous voulez, les types de comportements que vous pourriez observer chez les gens qui ont eu une atteinte neurologique. Vous savez, chez les gens qui ont une atteinte physique, une personne qui est paralysée, par exemple, mais qui n'a pas d'atteinte au niveau du cerveau, ben, c'est différent comme contact, on s'adresse à la personne directement, et puis bon, la personne peut très bien gérer ses choses et tout ça.
Chez les personnes qui ont eu une atteinte neurologique, vous pouvez observer un comportement, puis là, ça nous déstabilise un petit peu parce qu'on ne sait pas toujours comment y réagir. Alors, ce document-là, justement, vous permet de savoir comment réagir face à divers comportements que vous pourriez voir chez des personnes hospitalisées ici. Alors, ça va être un très, très bon outil pour vous de bien prendre connaissance de ce document-là. Alors, pour vous donner une petite idée de ce que ça veut dire, la réadaptation, en quelques mots, vous savez, les personnes qui sont ici viennent, ce qu'on appelle, nous, on est en deuxième phase, en deuxième ligne. Dans un premier temps, les personnes ont été dans un hôpital de soins aigus, comme par exemple Maisonneuve, Notre-Dame, Sacré-Cœur, etc., après l'événement qui leur est arrivé, que ce soit une maladie ou un accident. Et là, donc, lorsqu'ils ont besoin de réadaptation, les personnes vont venir ici à l'Institut pour une période, un séjour, je vous dirais, qui va varier, dépendamment des personnes, mais qui peut varier de 2 à 3 mois. Ça peut être un peu plus court, rarement, un petit peu plus long, c'est possible aussi. Si bien que ça va vous donner le temps de rencontrer les gens durant votre période de bénévolat et vous allez ainsi pouvoir aussi les voir progresser dans la réadaptation. Alors ça va être intéressant pour vous. Donc les gens qui sont ici vont être, si vous voulez, pris en charge par toute une équipe de cliniciens. Pour vous donner une meilleure idée, je vais vous les nommer rapidement et dire ce qu'ils font rapidement. Il y a d'abord le physiatre, qui lui est le médecin spécialiste en réadaptation physique. Alors, c'est un spécialiste du système neurologique, musculaire, squelettique. Donc, lui, il a comme la vision d'ensemble, si vous voulez, du corps de la personne et aussi de toutes ses capacités au niveau cognitif. Alors, ce spécialiste-là, lui, il travaille en collaboration avec des thérapeutes et chaque thérapeute a aussi un rôle important à jouer. Il y a le physiothérapeute. On a déjà souvent entendu parler d'un physio si on n'en a pas déjà consulté nous-mêmes. Donc, le physiothérapeute, lui, va faire en sorte qu'il va essayer de travailler tout l'aspect musculaire de la personne pour essayer de redonner un maximum de capacité physique à la personne, de faire du renforcement et que la personne retrouve aussi davantage de force, d'endurance. Ces capacités-là retrouvées, ces capacités physiques retrouvées vont permettre à la personne d'être plus active, mais aussi éventuellement plus autonome dans la réalisation de ce qu'on appelle les activités de la vie quotidienne. Les activités de la vie quotidienne, c'est le travail de l'ergothérapeute. Alors, l'ergothérapeute, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voir toutes les choses que l'on fait à tous les jours, on n'y pense même pas. On se réveille le matin, on se lève. Donc, il faut se mobiliser, se sortir du lit. Il faut faire notre toilette, donc il faut aller prendre notre douche ou se laver. Il faut qu'on puisse s'habiller. Il faut aller déjeuner. Donc, planifier toutes ces activités-là et être capable de le faire dans un ordre logique et aussi, de façon idéalement le plus autonome possible. Alors, ça veut dire qu'il faut parfois réapprendre à faire certains gestes autrement. Pour une personne qui est paralysée, apprendre à s'habiller toute seule, il y a des techniques, des façons de faire qui vont éventuellement lui permettre de le faire. Alors, ça va être, entre autres, le rôle de l'ergothérapeute de faire ce travail-là. L'ergo va aussi aller, par exemple, à domicile pour voir s'il y a un environnement qui peut être réaménagé pour faciliter les déplacements de la personne. Donc, ça, c'est le rôle de l'ergo. Il y a aussi le rôle de l'orthophoniste. L'orthophoniste, elle, travaille à aider, ou si vous voulez, à diminuer tous les impacts qu'il peut y avoir au niveau de la communication. Donc, les personnes qui ont des difficultés, comme j'expliquais tantôt, soit au niveau de l'expression, de la parole, ou au niveau aussi de la compréhension des messages, des informations que la personne entend. Alors ça va être le rôle de l'orthophoniste. Il y a aussi le rôle de la travailleuse sociale. La travailleuse sociale, c'est celle qui va faire le lien entre le patient, ses proches, sa famille, ou son réseau social, si vous voulez,
et aussi des organismes qui peuvent être liés dans le traitement du dossier de la personne. Parce que si la personne a eu un accident de la route, ben, la Société d'assurance automobile du Québec va être dans le portrait. Si la personne a eu un accident de travail, ben, ça va être la CSST. Si la personne a eu un accident une maladie, si je peux dire, alors ça va être la RAMQ. Donc, ça va être ces différents organismes-là qui peuvent être présents et faire le lien avec tout ce beau monde-là pour faciliter, après ça, le départ de la personne de l'Institut. Ben, ça va être le rôle de la travailleuse sociale. Il y a aussi les gens des soins infirmiers, bien sûr, et c'est surtout avec eux, dans le fond, que vous allez travailler. Sur les unités de soins, il y a des infirmières auxiliaires et des préposés aux bénéficiaires. Alors, ce sont des personnes qui assurent ce qu'on appelle le 24 heures. Parce que tous les autres que j'ai nommés sont là durant la journée. Ils font leur traitement avec les patients, etc. Mais les gens des soins infirmiers, eux, ils sont là jour, soir, nuit à assurer les soins et s'assurer que les personnes aient tout ce qu'il faut au niveau de leur confort et des soins, des médicaments qu'ils vont recevoir, etc. Alors, parmi les autres thérapeutes qui font partie de l'équipe clinique, il y a aussi les psychologues, les neuropsychologues, parce que s'il y a un gros travail physique qui doit être fait par les patients, il y a aussi, ça s'accompagne de tout un travail au niveau psychologique, parce qu'on n'avance pas séparément ces deux aspects-là. Hein. Il faut aller ensemble parce que la personne va faire de sa réadaptation un succès si elle réussit à s'adapter finalement à cette nouvelle condition-là. Et ça, c'est un travail bien sûr de longue haleine. Ça ne se fera pas juste en 2 mois ici à l'Institut. C'est quelque chose qui va se poursuivre par la suite. Mais disons qu'il y a déjà une bonne base qui est faite ici, un travail qui est fait avec les psychologues et les neuropsychologues. Il y a aussi évidemment les nutritionnistes diététistes qui sont là et qui s'assurent que, dans le fond, les personnes vont avoir tout ce qu'il leur faut au niveau nutritionnel pour être capables de fournir l'effort nécessaire à faire leurs exercices et leur réadaptation. Mais ça, j'arrête là parce que José va en parler un petit peu plus tantôt. Il y a aussi les orthésistes et prothésistes parce qu'on a ici un laboratoire d'orthèse-prothèse où on fabrique donc les orthèses et les prothèses pour la clientèle hospitalisée et externe. Il y a les techniciens en loisirs qui sont là et qui organisent et animent des activités de loisirs pour la clientèle. Donc, grosso modo, comme vous voyez, c'est une équipe clinique importante et dites-vous que les patients, ils ont un horaire de traitement comme vous avez un horaire de cours. Si vous êtes à l'école, à ce moment-là, vous avez un horaire, tout ça. Les patients, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'ils ont à travailler très fort durant la journée et quand vous allez arriver à 4h30 au moment du repas, ben là, c'est comme, la journée est comme on rentre dans une autre phase. Là, c'est une période de repos, de détente. On refait nos forces pour affronter une autre journée le lendemain. Alors, vous allez être à ce moment-là, vous arrivez à ce moment-là pour les accompagner. Donc, le but de l'activité, c'est bien de faire en sorte que ce moment-là soit un moment agréable. Vous allez venir faire de l'aide au repas. On comprend bien que vous ne seriez pas là, les patients mangeraient quand même. Okay? Alors, qu'est-ce que vous apportez de plus? Pourquoi est-ce que c'est important que vous soyez là? Avez-vous une idée? Parce qu'on prend peut-être plus de temps que le personnel d'habitude prend avec les personnes. Vu qu'il y en a tellement beaucoup qu'ils ne peuvent pas s'attarder sur une personne seulement. Bien, ça, c'est un impact intéressant. Effectivement, ça veut dire que le fait que vous soyez là, vous allez pouvoir vous concentrer finalement sur une personne à la fois, alors qu'effectivement, le personnel, lui, doit distribuer son attention auprès de l'ensemble des patients. Alors, ça a un avantage immédiat à l'effet que les patients, ils vont pouvoir profiter d'une attention spéciale, particulière, et donc en profiter de ce moment-là pour faire contact. Parce que je vous dirais que cette activité-là, c'est un peu, je dirais, un prétexte à la rencontre, un prétexte à faire contact avec les patients.
Ça va vous donner l'occasion et l'opportunité de rencontrer des gens tout en venant les aider et de pouvoir parler avec eux. Parce que l'aspect socialisation est un aspect aussi important que le geste que vous allez faire pour donner la bouchée ou pour ouvrir le plat d'aliments, alors couper les aliments, etc. Donc, c'est aussi important et donc ce sera à vous d'aller vers les gens, de vous présenter, de dire voilà, je serai là tous les mardis et ça va me faire plaisir. Parce que ce qui arrive, c'est que les patients qui ont besoin d'aide mangent à l'étage, à la petite cuisinette de l'étage. Tous ceux qui n'ont pas besoin d'aide vont manger à la cafétéria en bas. Ce qui signifie que vous allez toujours voir les mêmes patients. Et donc, vous aurez l'opportunité de créer justement ces liens avec la clientèle. Alors, ce sera très intéressant pour vous. Et pour vous, qu'est-ce que vous espérez que ça va vous donner? Là, vous dites que vous allez donner de votre temps, vous allez donner donc de l'attention, mais vous, qu'est-ce que vous venez rechercher dans cette activité-là? C'est de les voir heureux. De les voir heureux? Oui? Comme apprendre davantage sur leur condition. Oui, apprendre davantage. Dans le sens où c'est carrément, on peut lire dans les livres, mais là, on voit vraiment en direct comment ça se passe. Les gens sont dans cette condition-là. Donc, ça va vous permettre de faire des observations, de constater des choses sur les clients, la clientèle, mais ça va aussi vous permettre et rendre vos oreilles de mieux vous connaître. Parce que ça va vous permettre de voir comment vous réagissez face aux situations. Et peut-être que vous allez découvrir que vous avez une grande capacité à faire contact avec les gens, que votre sens de l'humour va faire la différence, que vous avez cette facilité là, pour que les gens soient à l'aise avec vous, ou peut-être que ça vient vous chercher un petit peu, puis que vous trouvez ça peut-être parfois un peu difficile d'entendre les choses que les gens vont vous raconter, puis ce serait normal aussi. Alors, ça va aussi vous apprendre sur vous, sur comment vous êtes. Alors, ce sera autant dans l'observation de votre entourage que dans l'observation de vos réactions que vous pourrez apprendre à travers cette activité bénévole. Alors ça, c'est vraiment une super belle opportunité pour vous. Donc, là-dessus, je vais m'arrêter et passer le flambeau à Josée, qui va vous parler un petit peu plus de ce que ça veut dire dans le concret. Oui. Alors, comme Nicole a mentionné, mon nom c'est Josée Lamarche, je suis nutritionniste à l'Institut depuis plusieurs années déjà. J'ai travaillé avec toutes les clientèles de l'Institut, mais maintenant je suis davantage avec la clientèle les aînés du nerf. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissaient des nutritionnistes ou si vous avez une idée de qu'est-ce que ça fait dans la vie des nutritionnistes. Oui. Oui. Oui, ça me guide par rapport à l'alimentation. Oui. Okay. Donc, de conseiller, hein, c'est plus le rôle conseil que tu mentionnes au niveau de l'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Moi, je peux peut-être préciser, ça, c'en est un champ. Les diététistes nutritionnistes, globalement, on travaille dans différentes sphères. Que ce soit la sphère santé publique, où là, on va donner des conseils généraux qui sont applicables à l'ensemble de la population. Je pense au Guide alimentaire canadien, ou les conseils généraux pour diminuer l'apport en sel, l'apport en gras. Ça, c'est santé publique et conseil général populationnel. Ici, ce qu'on fait, c'est différent. Il y a aussi des rôles en recherche, des rôles dans l'industrie alimentaire. Mais ici, en réadaptation, c'est différent. On va s'occuper à la fois d'adapter l'alimentation en fonction des traumatismes et des besoins physiologiques de la personne, parce que quand elle est allée à l'hôpital de soins aigus, avec toutes les réactions du corps que le corps a eues pour combattre le stress, des fois, ça va entraîner des déficits nutritionnels. Donc, ça va faire en sorte que les gens arrivent avec des manques en certaines vitamines, minéraux, des manques en protéines, un amaigrissement, une fonte musculaire. Des fois, on va voir aussi que l'état nutritionnel va perturber les capacités d'attention et d'apprentissage des gens. Donc, ça, c'est un peu un rôle plus spécifique. Et l'autre rôle, donc, ça va être d'évaluer vraiment les besoins nutritionnels individuels et d'aller adapter l'alimentation en fonction de ces besoins-là. Donc ça, c'est un rôle, le rôle en gros là, du travail de la diététiste nutritionniste ici. Mais comme Nicole a mentionné, votre rôle est très important.
Parce que moi, j'ai bien beau faire un plan nutritionnel que je vais traduire en aliments sur un plateau qui va être impeccable, mais si la personne ne le mange pas, parce qu'elle est déprimée, parce qu'elle vit de la solitude, parce qu'elle a de la difficulté à s'alimenter, j'atteindrai pas le but recherché. Donc, la contribution des membres de l'équipe, que ce soit l'équipe en soins infirmiers, et votre travail est très important pour aider la personne. Je peux aussi faire référence à ce que Nicole mentionnait tantôt. Si je vous demandais de penser à une famille qui est réunie autour d'une table, ou à une maman qui allait son enfant, ou par exemple aux fêtes de Noël ou au jour de l'an, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le lien commun de ça? L'excès, l'abondance. L'abondance, donc souvent c'est une abondance d'aliments. Oui. À part ça, qu'est-ce qu'on peut voir comme similitude dans ces situations-là? Qu'est-ce qui ressort quand on voit ces images-là, quand on pense à ces images-là? C'est pas tout seul. OK. Le fait d'être ensemble avec d'autres personnes. Donc, l'aspect social est très important. À part ça? L'esprit de fête. L'esprit de fête. OK. Est-ce que quelqu'un qui m'a mentionné, qui pensait aux protéines, aux calories, aux vitamines, aux minéraux? Non. OK. Donc, effectivement, le but, c'est de faire en sorte que les gens vont être capables d'atteindre leurs besoins, mais pas en rendant l'alimentation désagréable, en améliorant le climat. Et c'est souvent comme ça, c'est très, très important dans notre rôle. Le reste de la présentation que je veux faire avec vous, c'est peut-être un petit peu plus dynamique que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. J'aurais besoin d'avoir des volontaires. Rassurez-vous, il n'y a rien de dangereux au fait d'être volontaire. J'ai besoin de 2 volontaires pour changer de volontaire, si vous voulez, ici 2 fois. Donc, Claudia, c'est ça? Oui. Et Béatrice. Okay. Si vous voulez venir en avant. Donc, oui. Une peut prendre le fauteuil roulant et l'autre va prendre la chaise. Donc, et le reste des gens, vous allez être volontaire dans le sens que vous allez aider à regarder un peu la situation qui va se passer, puis peut-être aller sortir des points positifs et des points négatifs dans ce que vous allez voir devant vous comme exemple. Donc, parfait. Alors, je vous demanderais de peut-être me donner des commentaires sur comment Claudia est placée actuellement. Si Claudia était en situation de repas, oui, pardon. Elle est loin de la table. D'accord. Ah, là, il y a. Donc, Claudia a de la difficulté à mobiliser son fauteuil. Voilà. Parfait. Donc là, Claudia, donc, elle est plus près de la table. Ça va être une situation que vous allez pouvoir regarder. Donc, le positionnement. Souvent, le positionnement, c'est le travail de l'ergothérapeute. La plupart des gens vont avoir un positionnement qui va être standard, dans le sens qu'ils vont être capables d'être droits au fauteuil, relativement près. Des fois, il y en a qui ont des tables devant eux qui se glissent après un des accoudoirs de leur fauteuil, parce que souvent, ça va être utilisé dans les cas des patients qui sont hémiplégiques. Si on retire cette table-là, parce qu'avec la table en plastique, là, vous allez voir, on ne peut pas approcher le fauteuil très près. Donc, à ce moment-là, la personne se trouve avec un membre, si elle est hémiplégique, un membre qui va soit être positionné complètement à côté de la chaise. Idéalement, ça va être de ramener le membre qui est paralysé sur la table, au besoin. Okay? En fin de compte, de vous assurer que la personne est confortable, même avant le début de l'acte de l'alimentaire. Évidemment, chose de base, de s'assurer si la personne a des prothèses dentaires, qu'elle ait ses prothèses dentaires, si elle porte des lunettes, qu'elle ait ses lunettes. Vous pouvez peut-être regarder aussi, là, on est dans une salle qui est tranquille, mais des fois, à l'étage, il y a de la musique. Les gens, des fois, vont mettre de la musique un peu plus fort, c'est de la musique, des fois, qui est très animée, ou des fois, c'est les nouvelles. Ici, on est dans un contexte, surtout si vous travaillez au premier étage avec la clientèle AVC et traumatisée crânienne, c'est une clientèle qui est facilement distraite par les bruits ambiants et environnants. Donc, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est soit de mettre la musique plus faible, avec un volume vraiment faible, de l'éteindre carrément. Et si vous voyez que c'est de la musique, un poste où il y a des nouvelles, ou c'est de la musique qui est vraiment pas douce, de changer de poste, ça fait tout ça. Évidemment, vous pouvez demander à la personne que vous alimentez directement devant vous ce qu'elle préfère. Est-ce qu'elle préfère la musique ou avec la musique? Dans le cas où vous êtes seul avec. Donc, si je reviens au positionnement, je crois que là, les gens qui sont avec nous, vous allez alimenter les gens plus le soir. C'est ça ce que je me trompe? Okay. Si jamais vous alimentez les gens le soir, des fois, ils sont fatigués après leur journée de travail et ils vont être positionnés au lit.
Ça va être important de vous assurer, on a des boulets électriques, que la tête peut s'élever, mais la tête a un maximum d'inclinaison à peu près comme ça, 60 degrés à peu près. Donc, c'est pas optimal pour faciliter la déglutition, surtout pour les personnes qui ont de la difficulté à avaler. Donc, ça va être important de vous assurer, pas nécessairement seul parce qu'il ne faut pas vous blesser, il faut demander au personnel infirmier qui est disponible de vous aider, à mettre au besoin des oreillers dans le dos de la personne pour la ramener le plus droit possible en fonction de ses capacités. Ça va? Oui, et j'insiste sur cet aspect-là. Jamais vous ne devez mobiliser vous-même les patients. D'accord? Donc, si la personne a besoin d'être placée ou replacée dans son lit, il faut absolument que ce soit le personnel qui le fasse. C'est autant pour vous protéger que pour protéger les patients également. Certaines personnes ont des blessures à certains endroits, vous ne les connaissez pas suffisamment pour savoir comment faire pour intervenir là, sans risquer de leur faire mal ou de vous faire mal. Alors ça, c'est très, très important. Toujours demander au personnel. Puis j'en profite parce que j'ai peur d'oublier, je le dis tout de suite, si vous aidez, parce qu'à 95% du temps, vous allez aider les personnes qui vont être dans un fauteuil roulant et ils vont être à la cuisinière. Il peut arriver, comme Josée, que vous ayez à aider une personne alors qu'elle est au lit. Si vous devez quitter la personne, sortir de la chambre pour une raison X, Y, Z lorsque vous aurez terminé, il est très, très important de ne jamais oublier de remonter la ridelle, c'est-à-dire le barreau du lit, pour éviter que la personne en chute en bougeant dans son lit. Alors ça, c'est vraiment très, très, très important. On vous montrera à ce moment-là, le personnel pourra vous montrer comment baisser et descendre la ridelle, parce que pour aider la personne, ça va être plus facile pour vous si la ridelle est baissée, mais avant de quitter, toujours la remonter. Et, deuxième chose très importante, c'est que si ces personnes-là sont au lit, c'est très probablement des personnes tétraplégiques, donc qui sont plus qui ont moins de mobilité. Alors, l'autre chose importante, c'est toujours vous assurer de leur remettre à portée de main la cloche d'appel. Portée de main ou à portée de tête? Oui, parce que ça peut être aussi un petit bouton qu'on installe à la tête de la personne, si la personne ne peut pas mobiliser ses mains. Mais donc, toujours qu'elle ait accès à sa cloche d'appel avant que vous ne quittiez la chambre. Parce que si la personne a besoin de quelque chose et puis qu'elle n'a pas sa cloche, vous êtes parti, la personne pourrait être en difficulté. Parfait. Donc, alors Béatrice s'est installée à la droite de Claudia. Supposons que Claudia avait son côté gauche de paralysé, ça serait parfait. Parce que Claudia est du côté qui est sain de la personne, du côté qui est le plus mobile, du côté où sa vision va être correcte et elle va pouvoir avoir un peu plus de mobilité à droite. Donc, autrement dit, il faut vous placer du bon côté. Placez-vous du côté qui est sain et non pas du côté qui est paralysé. Autre chose, en fait, je pense que là, je vais vous mettre vraiment en situation. Alors, Béatrice te demanderait de faire boire Claudia avec le verre en styromousse. Là, je ne te donne pas plus de conseils. Un des deux. L'autre, ça sera pour l'inverse tantôt. J'ai une main. Je vous laisse aller. Alors, mais là, je demanderais plus. Vas-y. Tu peux voir toujours. J'ai ça. Excellent. Donc, commentaire avec ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui est bien dans ce qu'on vient de voir? Vas-y. Elle a demandé si elle voulait boire. Oui, excellent. Donc, elle a proposé, puis elle a nommé aussi ce qu'elle était pour donner à boire, de l'eau. Puis, donc, on a eu une réponse verbale de la personne qui va dire oui, j'ai soif. Quelquefois, on n'a pas de réponse verbale. On va avoir plus des réponses qui vont être non verbales. Donc, ça, vous allez devenir un petit peu plus habile avec le temps pour les décoder. Mais si jamais la personne détourne la tête ou laisse les lèvres fermées, ça, c'est un bon indicateur. En fait, je te demanderais maintenant de prendre un verre en plastique et de faire boire encore Claudia. C'est les autres pas. Elle est meilleure. Bon, parfait. Claudia, est-ce que tu as une différence entre le verre en styromousse et le verre en plastique? Ben, en stylo, c'est plus facile. OK, tu as besoin
Ben oui, non. Parce que c'est en plastique, ça glisse un peu. OK. Donc, peut-être faire plus attention. OK. Tandis qu'en stylo, c'est plus. OK. Donc, au niveau de l'appréhension, du contrôle avec les lèvres, tu trouves que c'est plus facile avec le stylo mousse. Oui. Est-ce que pour toi, ça a eu une influence, le fait que tu puisses voir le liquide? Oui, aussi. Dans quel sens? Dans le sens où je sais environ combien il y en a, je sais les rendus. Oui, donc ces deux éléments, quelquefois, surtout les personnes qui vont avoir de la difficulté à vous exprimer, même pour la personne qui alimente, de pouvoir voir le liquide qui est versé dans la bouche du patient, on est capable de contrôler un peu plus efficacement la quantité. Donc là, on est allé ouvert, Béatrice est allée lentement, donc ça, c'est un bon comportement. Je te demanderais, on va faire boire encore une gorgée d'eau si t'en par soif. Béatrice, est-ce que tu pourrais utiliser le verre en stylo mousse puis te mettre debout, s'il te plaît, pour faire boire Claudia? OK. Alors, est-ce que tu as des... c'est sûr que c'est plus direct. OK. Mais en même temps, ça a la bonne hauteur. OK. Donc, elle a quand même placé le verre à la bonne hauteur. Ouais. Est-ce que ta tête était placée différemment? Je l'avais plus. Un peu plus en extension. Donc, exactement, si tu permets, c'est ce verre-là que tu as pris. Donc, je t'offre pas pour voir, mais juste pour montrer. Spontanément, comment tu mettrais ta tête si je te plaçais ça comme ça? Donc, en hyperextension, qu'est-ce qui arrive? On ouvre les voies respiratoires, on a plus de chances que la personne s'étouffe. Surtout si c'est une personne qui a des troubles de déglutition. Donc, une chose à vous rappeler, toujours présenter que ce soit le liquide ou les aliments par le bas. Si vous présentez par le bas, spontanément, la personne va baisser sa tête et c'est vraiment la meilleure position d'avoir le menton en légère inclinaison vers l'avant pour alimenter la personne. Parfait. On va inverser les rôles, si vous voulez bien. Donc là, je veux dire, dans le verre de droite, il va y avoir le verre de gauche que tu vas pouvoir utiliser. D'accord. Alors, tiens, je vais te faire manger. Est-ce que tu as faim un petit peu? Oui. Parfait. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé. Sur les étages, vous allez être confronté avec la clientèle, des fois qui ont de la difficulté au niveau de l'appréhension des lèvres. Des fois, ils vont avoir de l'ataxie, des tremblements. Donc, le fait soit d'être alimenté ou de s'alimenter eux-mêmes est un peu plus difficile, puis ils peuvent en échapper sur eux. Donc, vous pouvez leur proposer de mettre un tablier devant eux. Quelquefois, les gens vont utiliser le terme bavette, mais ça fait un peu bébé. On a affaire avec des adultes qui sont en position de deuil, qui vivent beaucoup de deuil, qui ont beaucoup de situations de handicap. Donc, il faut les traiter encore comme des adultes, même s'ils ont des capacités physiques réduites. Donc, de leur proposer d'avoir un tablier protecteur pour leur linge, c'est correct. Et il y en a qui vont refuser d'avoir ce tablier-là, justement parce qu'ils se sentent un peu infantilisés avec ça. Et c'est leur choix et c'est correct aussi. Donc, maintenant, est-ce que tu préfères la purée de pêche ou de poire? Peu importe, alors je laisse Claudia choisir. Je sens que tu vas me Parfait. Alors, je te demanderais de prendre la cuillère, la plus grosse cuillère, la cuillère à soupe. Oui, et là, je vais taper dans mes mains pour t'imposer un rythme d'alimentation. OK? D'accord? Tu suis ce rythme-là pour faire manger Béatrice. Bon. On recommence. Prise 2. OK. C'est bon. Quand je tape dans mes mains, il faut que tu sois prête. OK. Alors, Béatrice, comment tu trouves ça? C'est bon? C'est bon? Comment trouves-tu le rythme? C'est peut-être un peu vite pour quelqu'un qui a la misère à avaler. Oui, OK. Est-ce que, donc, ça c'est un point. Est-ce qu'il y a d'autres remarques que vous devriez formuler? Donc, c'est un peu vite. Le rythme est un peu vite. La grosseur de la cuillère, est-ce que c'est correct d'après toi, pour toi? Pour toi, c'était correct, mais pour des patients, peut-être que ça pourrait être plus difficile. Donc, encore là, souvent, on va avoir sur le plateau des cuillères à soupe, des cuillères à thé.
Si la personne a des difficultés à avaler, c'est mieux d'aller vers les cuillères à thé que la cuillère à soupe. Et le rythme d'alimentation, bon, vous allez avoir la chance d'alimenter un à un et de prendre le rythme et la vitesse que la personne va vous demander. Vous allez être placé devant des gens, des fois comme Nicole a mentionné, qui ont de l'impulsivité, donc qui vont vouloir avoir des grosses bouchées puis que ça rentre vite. Alors, ça va être à vous d'imposer peut-être un rythme un petit peu stimulant, soit en faisant la conversation, soit en disant de prendre le temps de jaser, mais jaser une fois que la personne va avoir avalé. Essayez de ne pas entretenir de conversation, surtout si la personne a des problèmes de déglutition pendant qu'elle a des aliments dans la bouche, parce que ça demande plus de concentration à la personne. Il n'y a aucun problème si vous avez une conversation, une fois qu'elle a bien avalé, là, vous pouvez parler, puis ça va vous permettre de diminuer la vitesse aussi. Et de prendre la petite cuillère, ça limite un peu aussi la grosseur et la vitesse d'alimentation. Là, donc, tu t'es positionné assise. Encore là, pour l'alimentation, c'est mieux d'être placé assise. On a des fois des fauteuils roulants qui sont un peu plus hauts. Donc, ce qui fait qu'on ne sait pas trop si on doit être assis ou debout. Ça va être plus en fonction de votre confort. Ce qu'on donne comme idée, c'est d'avoir les yeux à peu près au même niveau de la personne. Ça, c'est un bon repère. Mais des fois, ce n'est pas toujours possible, surtout si la personne est au lit. Installez-vous confortablement. Ce n'est pas parce que vous êtes assis vous-même que c'est plus paresseux, c'est pas mal vu. Installez-vous pour être confortable et pour bien alimenter la personne. Si jamais, des fois, il y a des tabourets qui sont disponibles sur les étages, qu'on peut contrôler la hauteur du tabouret, et ça, c'est disponible aussi. Quand vous êtes avec la personne, normalement, qu'est-ce que vous faites quand vous mangez ensemble? Quand vous mangez en groupe, quand vous mangez à l'école, vous parlez, OK? Est-ce que vous parlez entre vous? OK. Donc là, vous allez être quelquefois avec du 1 à 1 dans la salle, dans la cuisinette. Des fois, il va y avoir d'autres personnes, puis des fois, il y aura juste vous. Okay? La personne, le patient et juste vous. Si vous êtes plusieurs bénévoles ou du personnel infirmier avec le patient, peut-être prêter attention à ne pas entretenir de conversation avec plusieurs personnes alors que vous êtes en train d'alimenter le patient avec lequel vous êtes, justement pour être vraiment attentif à ces signaux non-verbaux, surtout si la personne a des atteintes au niveau de la communication, si elle a des atteintes au niveau du comportement, pour être bien attentif à ça. L'autre élément, dans les informations que vous allez pouvoir avoir accès, vous n'avez pas accès au dossier médical du patient ou aux notes des soins infirmiers, mais vous avez accès au personnel pour aller leur demander est-ce que ce patient-là, je suis placé avec telle dame ou tel monsieur, est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour ce patient-là? Alors là, vous allez pouvoir voir des fois des feuilles de consignes où le personnel va pouvoir vous exprimer verbalement cette personne-là, c'est important, par exemple, que tu utilises tel ustensile, elle est capable, on va essayer de favoriser un peu plus son autonomie, donc tu l'incites à manger la première moitié de son repas, mais la deuxième moitié, elle devient trop fatiguée, donc là, tu vas pouvoir l'aider. Cette personne-là a des troubles de déglutition, donc il faut que tu alternes une gorgée de liquide entre tes bouchées de solide. Donc, c'est tous des conseils que vous allez pouvoir avoir accès. Alors, demandez-le avant d'aller rencontrer la personne. Est-ce que la personne a des allergies? Est-ce que la personne peut manger des choses autres que sur son plateau? En fait, moi, je vous conseillerais de vous limiter à ce qu'il y a sur le plateau et que si jamais la personne formule la demande d'avoir d'autres accès, d'aller demander au personnel infirmier pour être certain, justement, que vous ne passez pas à côté d'allergies ou de problèmes de santé qui fait en sorte qu'il n'y a pas le droit de manger autre chose. Sur les plateaux, vous allez voir aussi quelquefois des sachets de protéines comme ça ou des petits contenants de protéines comme ça ou encore des suppléments style Ensure ou Boost. Donc, ces suppléments-là sont placés dans les cabarets pour être utilisés. Ces suppléments de protéines, s'ils sont dans le plateau, souvent, ils vont être destinés à être ajoutés soit dans le lait, soit dans les yogourts, dans les puddings au lait. C'est ce qui est le plus fréquent là, avec lesquels on peut les mélanger. Donc, assurez-vous de les donner. Il y a quelques patients qu'on va aussi prendre note de la quantité d'aliments qu'ils vont consommer. Donc,
Ça aussi, ça pourrait être quelque chose que vous allez pouvoir avoir besoin de rapporter au personnel infirmier. Et si jamais vous notez de la toux, quand les personnes ont des problèmes de dysphagie, ça va être quoi les symptômes qui vont manifester? Qu'est-ce que vous pensez? Si on a de la difficulté à avaler, ça va se manifester comment? Peut-être régurgité. Pardon? Peut-être régurgité, je sais pas. Oui, ça pourrait être régurgité, recracher certains aliments. Oui, ça pourrait être ça, à part ça. Par le nez ou par la bouche. Par le nez, c'est vraiment important. Il faut vraiment signaler au personnel infirmier. Sinon? Oui, des fois, la voix devient un peu mouillée. Oui, c'est ça. Des fois aussi, elle peut avoir vraiment de la difficulté à fermer les lèvres, puis elle peut perdre beaucoup d'aliments, mais c'est surtout la toux. Si vous trouvez que la personne tousse vraiment fréquemment pendant le repas ou qu'elle a refusé de manger parce qu'elle avait peur ou qu'elle vous a dit qu'elle sentait qu'il y avait des aliments qui restaient pris dans sa gorge, ça, c'est des symptômes que si vous les entendez, vous en avez connaissance, allez le rapporter au personnel infirmier. Ça va vraiment nous aider à mieux intervenir auprès du patient et à ajuster l'alimentation. Alors, je crois que c'est pas mal. Est-ce que tu as autre chose, Nicole? J'ai pas mal. Alors, merci, Claudia et Béatrice. Je laisse la parole à Nicole. Alors, concrètement, déjà au niveau du repas ou de l'alimentation, vous avez une bonne idée, mais si concrètement, la façon que ça va se passer, c'est que l'activité que vous allez faire, dans le fond, vous allez être assigné à un étage, si vous préférez une unité de soins, et ce sera toujours le même étage où vous irez. Ça va vous permettre de ne pas avoir à vous familiariser à chaque semaine avec du nouveau personnel ou des nouveaux bénéficiaires. Mais comme je disais tantôt, au contraire, vous allez donc pouvoir voir, rencontrer et reconnaître au fil des semaines autant les patients que les membres du personnel avec qui vous allez faire l'équipe. Alors, donc, vous allez être assigné à un étage et vous devrez vous présenter à l'étage. Et la première chose que vous allez faire à ce moment-là, c'est de vous laver les mains. La prévention des infections est un aspect très, très important. On est bien sûr dans un milieu hospitalier. Alors, chaque milieu a ses règles, ses procédures. Disons que de façon générale, ici, ce qu'on vous demande, et vous allez le voir dans la pochette que je vais vous remettre, de l'information à ce sujet-là, mais on va vous expliquer ici comment vous lavez les mains. Ça a l'air drôle, mais prenez soin de le lire, parce que même si on pense qu'on le sait, alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la chanson Frère Jacques. Est-ce que tout le monde connaît la chanson Frère Jacques? Oui. Pas mal connu, hein? Mais en principe, vous auriez le temps de chanter la chanson Frère Jacques si vous faites toute la bonne technique pour vous laver les mains. Alors, comme vous pouvez voir, ça prend quand même un certain temps. Et ici, on vous explique dans ce document-là qu'il pourrait arriver que vous voyez sur les portes de certaines chambres isolement de contact. Ça veut dire que si vous devez aller dans une chambre pour alimenter un patient qui souffrait dans son lit et que vous voyez cette affiche sur la porte, ça veut dire que vous devrez vous blouser et vous ganter avant de rentrer dans la chambre. Et ça, c'est dans le fond pour vous protéger, mais surtout et aussi pour protéger les patients et les gens qui seront autour. Parce qu'on ne veut pas, dans le fond, que vos vêtements viennent en contact avec l'environnement du patient, là où il pourrait y avoir potentiellement des bactéries. Parce que si c'est vos vêtements qui viennent en contact avec la ridelle, la table de lit, etc., bien, si vous passez de chambre en chambre, vous deviendriez une chaîne de transmission. Et ça, on veut éviter ça. Alors, pour bien contrôler et pour éviter toute propagation, on se blouse, on se gante, et à ce moment-là, vous verriez à la porte de la chambre, blouse et gants. Mais j'en dis pas plus là-dessus parce que d'une part, vous allez avoir l'information écrite et d'autre part, si jamais vous auriez à aider une personne dans ce contexte-là, bien, je vous dirais, demandez pour la première fois au personnel infirmier de bien vous orienter, de bien vous expliquer les choses à ce niveau-là. Mais la seule chose que je dirais là-dessus en terminant, c'est que vous ne pouvez pas rentrer, sortir de la chambre blousé, ganté. Si vous devez sortir de la chambre, par exemple, parce que vous devez aller réchauffer l'assiette au micro-ondes dans la cuisinette, vous devrez enlever gants, blouse et en remettre de nouveau lorsque vous allez revenir à la chambre.
Alors, la prévention des infections, c'est bien important. Au niveau du code vestimentaire, je vous dirais, il n'y a pas ici d'uniforme comme tel pour les bénévoles. Je vous demande tout simplement d'avoir une tenue propre et appropriée. Pour les filles qui ont les cheveux longs, avoir les cheveux attachés. Et aussi, je vais vous montrer, lorsque vous viendrez pour la première fois à l'étage, un endroit où vous aurez accès à une badge de bénévole. Et donc, vous devrez porter cette badge-là, la prendre lorsque vous arriverez à l'étage et la remettre lorsque vous quitterez, lorsque vous aurez terminé votre service bénévole ce jour-là. Donc, tout ça pour vous permettre d'être identifié à la fois auprès du personnel qu'auprès des patients, pas qu'ils se demandent qui vous êtes et d'où vous sortez. As-tu une question? Oui. Est-ce qu'on aura besoin d'une autre paire de souliers? Une autre paire de souliers. C'est sûr que si on est en hiver, si c'est sale dehors, tout ça, ce serait, je pense, apprécié que vous puissiez apporter effectivement là, une paire de souliers. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça me permet de vous dire qu'on fournit ici des cases et cadenas. Donc, en fait, vous ne pouvez pas monter avec vos manteaux et vos sacs à l'étage. À votre première journée de bénévolat, j'allais vous montrer où est le vestiaire. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir y déposer vos effets, mettre vos souliers si vous en avez apporté. Alors, à ce moment-là, vous pourrez monter à l'étage. Vous montez à l'étage, vous êtes lavé les mains, vous avez pris votre badge de bénévole, et là, vous vous présentez à l'infirmière. Je suis arrivée, etc. Je suis la bénévole qui vient aider pour l'aide au repas. Éventuellement, au fil des semaines, il y a une petite routine qui va s'installer. Vous allez savoir comment faire et quoi faire exactement, tout ça. Mais l'infirmière va vraisemblablement vous référer ou vous présenter un membre de son équipe, probablement un préposé aux bénéficiaires, parce qu'au moment où vous allez arriver, à 4h30, l'infirmière est souvent prise avec la distribution de médicaments. Donc, c'est plutôt les préposés aux bénéficiaires qui vont gérer, si vous voulez, tout ce moment-là qui est le repas et qui vont pouvoir vous dire, tu vas aider un tel ou un tel, etc. Donc, vous allez travailler en équipe avec les gens des soins infirmiers. Et donc, comme je vous disais, vous allez être assigné à un étage. Je n'ai pas de contrôle sur, évidemment, les admissions. C'est-à-dire qu'au deuxième étage, par exemple, les personnes qui ont le plus besoin d'aide, ce sont évidemment les personnes tétraplégiques. Parce que les personnes paraplégiques, en principe, ont leurs deux bras, deux mains pour pouvoir s'alimenter. Je n'ai pas de contrôle sur le nombre de tétraplégiques qu'on a durant la session. Il peut y en avoir un peu plus, un peu moins. Et ça se peut qu'il y ait des membres de famille qui soient présents ce soir-là, donc qui vont aider la personne que vous avez l'habitude d'aider. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire en sorte que le besoin peut être fluctuant au cours de la session. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, c'est tout aussi important le contact social que vous apportez que l'aide directe que vous allez faire. Alors, si à un moment donné, votre période de bénévolat, c'est de 4h30 à 6h, si vous avez terminé l'aide au repas comme tel plus tôt, alors à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est de vérifier auprès du personnel, dire, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait profiter de ma présence ou à qui je pourrais aller faire une petite visite amicale? Il y a des patients sur l'étage qui ont peu ou pas de visiteurs. Alors à ce moment-là, c'est de bonifier finalement votre temps de présence et de profiter de ces opportunités-là pour faire contact peut-être auprès de personnes autres que vous n'auriez pas rencontrées dans le cadre de l'aide au repas parce qu'ils n'ont peut-être pas besoin, mais que là, dans un autre contexte, ils pourraient justement profiter de votre présence. Alors, ça vous appartiendra aussi d'avoir cette initiative d'aller vers les gens pour justement maximiser votre expérience de bénévolat. Ça vous va? Je vous le dis, la première fois, ça peut être intimidant, parce qu'on se dit, j'ose pas rentrer dans la chambre, je ne veux pas les déranger. C'est correct. Vous cognez à la porte, très important, et vous rentrez et vous vous présentez. Bonjour, je suis Béatrice, je suis ici tous les midis, etc. Blablabla, faire contact. J'ai un petit peu de temps, est-ce que ça vous intéresse qu'on le passe ensemble? Tout simplement. Vous ne pouvez pas poser de questions sur qu'est-ce qui est arrivé au patient. Okay? Vous ne pouvez pas lui demander, avez-vous eu un accident de voiture? Qu'est-ce qui vous est arrivé? On a
droit de poser ce genre de questions-là. Cependant, il se peut que les personnes vous le racontent spontanément, d'eux-mêmes. C'est correct, alors à ce moment-là, vous pouvez tout simplement, comme on dit, embarquer dans la conversation. Mais toute information qui permet de faire le lien entre le nom d'une personne et une information qui le concerne, exemple, j'ai rencontré M. Tremblay, il y a eu un accident de voiture, sa femme est morte dans l'accident, lui est devenu tétraplégique, etc. Ça, c'est de l'information confidentielle. On n'a pas le droit de répéter quelque information que ce soit concernant les patients à l'extérieur de l'Institut. Bien sûr, vous pouvez parler de votre expérience bénévole à vos proches, à vos amis, à votre famille, mais si vous en parlez, il faut toujours que ce soit sous une forme anonyme. Question de respect de la vie privée des gens. Alors ça, c'est très, très important. Imaginez que ce soit un membre de votre famille. Vous n'aimeriez pas que les gens racontent la vie de tout un chacun à l'extérieur de l'établissement. Alors ça, c'est tellement important que je vais vous demander tantôt de signer le formulaire d'obligation au secret professionnel à l'effet que vous vous engagez à ne pas divulguer des informations concernant les patients. OK? Après ça, voilà. Donc, vous allez faire cette activité, comme je vous disais, une fois par semaine, de 4h30 à 6h, selon un horaire que l'on va établir en fonction de vos disponibilités. Tantôt, je vais vous demander de compléter une feuille qui va me donner vos différentes disponibilités et moi, je vais vous communiquer avec vous pour vous dire quel soir, quel jour vous allez être là, parce qu'il me faut répartir les gens selon les besoins de l'établissement. Tout le monde ne peut pas être le jeudi soir, évidemment, vous seriez vite, vous sentiriez vite inutile si on était trop nombreux. Oui? Est-ce qu'on peut le faire en midi? Non, malheureusement, à l'heure du midi, c'est pas disponible. C'est vraiment juste de 4h30 à 6h le soir et c'est ouvert 7 jours. Donc, dépendamment d'où vous habitez, c'est peut-être plus facile aussi pour vous la fin de semaine, etc. Donc ça, on va le regarder ensemble. Dernière petite chose aussi, lorsque vous allez au vestiaire, que vous laissez vos effets, je vous demanderai aussi d'y laisser vos cellulaires, ou en tout cas si vous les apportez avec vous, qu'ils soient fermés à l'étage, mais ce n'est pas à l'étage où on doit commencer à recevoir des téléphones, texter, etc. Donc, on se concentre sur la tâche qui nous est confiée, c'est-à-dire être attentif aux patients avec qui vous allez être. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'on commence cette semaine ou la semaine prochaine? On est aujourd'hui mercredi, donc je vais faire l'horaire à partir des informations que vous allez me fournir tantôt et je vais communiquer avec vous dans la journée de demain, donc soit par courriel ou par téléphone et alors à ce moment-là, je pourrai vous dire exactement le jour et la date que vous allez commencer. Denise? J'aurais une question. Quand on nourrit quelqu'un et que la nourriture, par exemple, coule un peu le bord de sa bouche, est-ce qu'on fait comme avec un bébé, on ramasse à la cuillère, qu'on le redonne, ou est-ce qu'on essuie avec une serviette? Je ne l'ai pas faite avec Béatrice et Claudia tantôt parce que je voyais le temps filer, mais c'est une super bonne question parce que je ne sais pas, vous pourriez peut-être vous le faire à vous-même, là, de vous ramasser quelque chose sur le bord de votre bouche avec une cuillère et de le comparer si on le fait avec une serviette humide un petit peu, température un peu chaude. Qu'est-ce que vous, logiquement, qu'est-ce qui est le plus agréable? Et oui, et voilà. On n'est pas, c'est pas des bébés, c'est vraiment pas des enfants.